Et voilà, donc normalement, voilà, on devrait avoir… Voilà, super. Est-ce que vous Avoir voyez des… bien mon PowerPoint? Ouais, Oui, c'est parfait, c'est parfait. Peut-être juste faire un essai de passer un slide à un autre. Voilà, super, ça marche. ça marche pour moi. Bon, Est-ce que vous me voyez encore? Moi, je ne me vois plus. ouais, Mais... ouais, alors ça, c'est le petit inconvénient. Nous, on vous voit très bien et on voit le PowerPoint. D'accord, Bien, merci beaucoup donc d'avoir accepté cette invitation. Merci je vous en beaucoup prie. donc de nous présenter ce parcours Europe, cette licence parcours Europe de l'université de Nantes, qui est toujours, enfin qui est innovante et qui apporte beaucoup d'intérêt aux yeux de nos élèves. Donc, bien, je vous propose de vous laisser la main. Moi, je vais moi-même couper donc mon micro et la caméra, je suis là, mais vous laisser en autonomie sur ces 20-25 minutes de présentation. Et on se retrouve pour les questions-réponses. Merci beaucoup et bonne présentation. Merci beaucoup. Alors, je vais donc vous présenter les licences Parcours Europe de l'Université de Nantes. Donc, j'ai juste indiqué mon nom, si jamais vous voulez poser des questions plus tard. Donc, moi, je suis Charlotte Barca, je suis maîtresse de conférence en civilisation britannique. Donc, je suis dans le département d'anglais. Et je suis aussi co-directrice des licences Europe. Et en particulier, je suis responsable internationalisation. Donc, on est plusieurs à diriger ces licences. Moi, je m'occupe plutôt de l'aspect international, donc tout ce qui est notamment les échanges Erasmus, parce que ça joue une part très importante dans notre formation, comme je l'expliquerai tout à l'heure. Donc, très rapidement, pour présenter l'université elle-même, c'est une université où il y a 4 campus, 20 facultés, 60 laboratoires, de plus de 2000 enseignants-chercheurs, 40 000 étudiants environ. Le campus sur lequel la licence Europe a lieu, c'est le campus Tertre. Donc, c'est le campus de sciences humaines, en fait. Vous avez le droit, les sciences politiques, la faculté de langue et de culture étrangère, le pôle humanité et l'IAE, qui est donc la fac d'économie. Donc, pour expliquer d'abord la place de cette formation dans la structure LMD, hein, donc licence, master, doctorat, là, il s'agit vraiment d'une licence. Donc, c'est un parcours en 3 ans, ce qui veut dire 6 semestres, puisque à l'université, tout est organisé en semestres. Donc, vous voyez ici la partie verte. Il y a 6 semestres en tout sur 3 ans, L1, L2, L3. Les licences Europe donc, sont toutes des licences niveau Bac plus 3. Donc, pour expliquer un peu plus à quoi ressemble cette formation, c'est une formation en fait où vous avez 5 licences principales. Donc, les étudiants sont tous inscrits dans une licence principale qui est soit la licence d'histoire, soit la licence de droit, soit une licence de langue qui peut être une licence d'italien, une licence d'anglais ou une licence d'allemand. Donc, c'est en fait un parcours qui est adossé à 5 licences différentes. Ils ont 50% de leurs cours dans leur licence principale, dans leur licence de rattachement, si vous voulez, qui sera donc histoire, droit, italien, anglais, allemand. Donc, ils vont suivre tous les cours de tronc commun de ces licences, tout ce qui fait la base de ces licences, la licence de droit, d'histoire, etc. Et le reste du temps, ils sont tous ensemble en cours dans ce qu'on appelle le tronc commun du parcours Europe. Donc, c'est la moitié de leurs enseignements. La deuxième moitié de leurs enseignements, c'est un tronc commun pluridisciplinaire. Donc, on aborde les questions européennes sous une approche pluridisciplinaire. Donc, ils vont étudier l'Europe par le biais de toutes ces disciplines, l'histoire, philosophie politique, géographie, littérature aussi, sciences politiques, les langues, le droit à l'économie et la sociologie. Donc là, vraiment, l'intérêt de ce tronc commun, c'est son approche pluridisciplinaire. Et tous ces cours sont orientés vers l'international et généralement plus spécifiquement vers l'Europe. Donc c'est à ça que ressemble la structure. On a 5 licences qui participent au parcours Europe, 50% des enseignements dans leur licence de rattachement, et l'autre moitié, c'est le tronc commun du parcours Europe où on mélange tous ces étudiants. Donc ça veut dire que pendant ces cours de tronc commun, il y a des historiens qui sont avec les juristes, avec les italianistes, les anglicistes et les germanistes. Ils sont tous ensemble. Et ce sont des cours souvent qui ont été conçus exprès pour le parcours Europe. Pas toujours, mais la plupart de ces cours sont des cours qui ont été faits exprès pour eux. Donc, juste pour préciser, il ne s'agit pas d'une double licence à proprement parler, il s'agit d'une licence avec une mention Europe. Donc, c'est une licence d'histoire ou une licence de droit ou de langue avec la mention Europe.
C'est pas tout à fait pareil qu'une double licence. Ça donne pas en fait une licence Europe, même si ça s'appelle des licences Europe. C'est pas forcément logique, mais ça ne donne pas une licence Europe. Ça donne une licence d'histoire, mention Europe, de droit, mention Europe, d'italien, d'anglais ou d'allemand, mention Europe. Et une autre petite précision, les licences de langue auxquelles sont adossés donc les parcours Europe, c'est des licences LLCER. C'est pas LEA. Juste pour préciser, donc ce qu'on appelle généralement une licence d'anglais, une licence d'italien, une licence d'allemand, c'est LLCE ou LLCER, langue, littérature et cultures étrangères et régionales. Donc ce sont des licences LLCE italien, anglais, allemand, plus mention Europe. Pour donner une idée, donc les chiffres clés sur le parcours Europe, vous avez actuellement la promotion de L1, 53 étudiants en tout, donc c'est une petite promotion. Sur 1139 candidatures l'année dernière, en 2020, il y a eu 1139 candidatures et 53 personnes retenues sur Parcoursup. Donc c'est une formation sélective, il n'y a pas beaucoup de places, 53 places, c'est pas beaucoup pour beaucoup de candidatures. En tout, sur les 3 années de licence, on a 150 étudiants actuellement, donc vous voyez à peu près 50 par année en fait, 53 premières années, je ne sais plus exactement combien ils sont en L2 et L3, mais c'est à peu près le même nombre sur les 3 années. Un taux de réussite du coup qui est très élevé, bon, j'ai mis entre 80 et 100%, mais ça ne veut pas dire grand-chose sur le parcours Europe parce que les effectifs sont tellement petits qu'il suffit qu'il y ait une personne ou deux qui abandonnent et parfois ça fait passer le taux de réussite à 80 au lieu de 100. Mais étant donné que la sélection est quand même assez sévère à l'entrée, on n'a pas beaucoup d'échecs pendant la licence. Ça peut arriver que des étudiants arrêtent ou notamment qui se réorientent. La réorientation est possible. Vous pouvez vous réorienter assez facilement en fait vers la licence principale, c'est-à-dire que des gens qui font droit Europe peuvent décider de passer en droit pur. Ou histoire Europe, pareil, ils décident de faire que l'histoire. Ça peut arriver. Ils trouvent ça trop difficile. Quelquefois, c'est assez exigeant comme formation. Donc, parfois, ils préfèrent se réorienter vers leur principale licence. Mais dans ce cas-là, c'est pas beaucoup de gens. Il y a peut-être même pas une ou deux personnes par an, je pense, qui fait ça. Donc, la plupart, ils vont jusqu'au bout, une fois qu'ils sont rentrés. Et ils sont répartis comme ça. Donc, c'est pas équitable. Hein. Il y a plus de monde en droit. C'est à peu près un tiers par faculté, puisque la faculté de langue, c'est un bloc. Donc, si vous ajoutez anglais, allemand, italien, en fait, ça fait à peu près un tiers, un petit tiers. Droit Europe, on va dire un gros tiers, et puis histoire, le tiers qui reste. Donc ça, c'est sur la totalité de la licence. Actuellement, sur les 3 années, on a 63 étudiants en droit Europe, 45 en histoire Europe, 25 en anglais Europe, 11 en allemand Europe et 6 en italien Europe. Donc c'est réparti comme cela, à peu près un tiers dans chaque faculté, avec un peu plus de place pour le droit, parce qu'il y a aussi beaucoup de demandes en droit. L'histoire ensuite, qui est le plus gros contingent, et aussi là où il y a le plus de demandes après le droit, et puis ensuite les langues, c'est un plus petit contingent. Alors quels sont les atouts et les spécificités du parcours Europe? D'abord, la spécificité, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'approche pluridisciplinaire qui est vraiment spécifique à ce parcours, où vous allez faire vraiment beaucoup de choses différentes. Il y a des langues, les langues jouent un rôle important. Il y a l'histoire, il y a du droit, il y a de l'économie, de la sociologie, pour tout le monde, de la science politique aussi. Donc ça, c'est vraiment tous les étudiants, quelle que soit leur licence de rattachement, ils vont tous faire toutes ces disciplines. Plus à côté, leur formation disciplinaire principale, donc qui va être beaucoup plus renforcée, évidemment, en fonction de ce qu'ils ont choisi. S'ils font droit Europe, ils vont faire aussi beaucoup de droit. S'ils font histoire Europe, ils vont faire beaucoup d'histoire, etc. Mais tout le monde va devoir faire beaucoup de disciplines différentes. Ils font tous 2 langues aussi, ça c'est obligatoire. Le choix de langue est malheureusement un petit peu restreint à cause de l'organisation très compliquée du parcours Europe, puisqu'il y a 3 facultés à mettre en coordination, donc on ne peut pas proposer toutes les langues qui sont disponibles à Nantes. Donc ils peuvent choisir anglais, allemand, italien ou espagnol, et ils doivent tous avoir au moins 2 langues parmi ces 4 langues. Tout le monde a une LV1 et une LV2. Tout le monde fait de l'anglais. Et ensuite, bon, il y a certains qui sont, par exemple, en allemand Europe, ils font allemand et anglais, italien et anglais, mais les juristes aussi doivent faire 2 langues. Ils doivent faire, par exemple, anglais et espagnol ou anglais et italien. Les historiens aussi. Donc, tous les parcours ont 2 langues.
La différence, c'est simplement que ceux qui sont dans une formation de langue LLCE italien Europe, par exemple, ils vont faire beaucoup plus d'italien que ceux qui sont en histoire ou en droit. Et il y a aussi une autre particularité qui est qu'on donne quelques cours en anglais en parcours Europe. Donc, d'une part, les cours d'anglais, les cours que moi je donne et que les autres collègues anglicistes donnent en parcours Europe sont toujours donnés en anglais. Certains cours sont des cours de civilisation, donc on parle d'histoire et de politique et c'est en anglais. Et ils ont aussi des cours en économie, en droit, qui sont parfois en anglais. Vous avez des cours sur les institutions, vous avez la loi, le droit institutionnel, institutional law, l'économie européenne, l'immigration et l'Europe, Migration and Europe. Donc, ils ont un certain nombre de cours qui correspondent à peu près à 20% de la maquette en anglais. Également, on met l'accent sur le développement de certaines compétences. Donc, au-delà de tout le côté disciplinaire où vraiment il y a du contenu, mais il y a aussi des choses qui sont plus axées sur les compétences comme l'art oratoire, les compétences en leadership, les projets tutorés, des projets collectifs et aussi l'engagement associatif. Tout ça, c'est très valorisé en parcours Europe. Même s'ils ont beaucoup de travail avec leur formation, on les encourage aussi à faire des choses un peu moins académiques. Et ils ont des cours spécifiques aussi pour développer leurs compétences en art oratoire, par exemple, ou en leadership. Et en L3, également, la L3 est une année très importante. Il y a beaucoup de projets intéressants en L3. Donc, en troisième année, ils doivent tous faire un stage où, en fait, ils peuvent faire les deux, s'ils veulent participer à une émission de radio sur Euradio Nantes, qui est donc une radio locale qui parle de questions européennes. Ils doivent faire un semestre obligatoire à l'étranger. Ça, c'est là que moi, j'interviens particulièrement en tant que responsable internationalisation. Donc, ils partent tous obligatoirement au premier semestre de la troisième année, au moins. Certains partent 1 an, ça dépend de... C'est pour les linguistes, en fait. Les linguistes ont le droit de partir 1 an. Et ils partent dans beaucoup, beaucoup de pays d'Europe. On a des échanges avec l'Irlande, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, tous ces pays qui sont listés ici, la Finlande, la Suède, la Norvège, République tchèque, Croatie, Pologne, Lituanie, Estonie, un peu partout. On a vraiment beaucoup, beaucoup d'échanges, donc particulièrement pour les juristes. Les historiens aussi ont beaucoup d'échanges. Les linguistes, évidemment, vont viser plus logiquement le pays dont ils étudient la langue. Ça paraît normal. Pour un angliciste, c'est quand même plus intéressant d'aller en Irlande ou au Royaume-Uni que d'aller en Croatie. Mais pour les juristes ou les historiens, c'est vraiment très large. Donc, ils peuvent partir dans beaucoup de pays, au moins un semestre. Pour les linguistes, parfois 2 semestres, ils partent toute l'année pour certains. Et il y a aussi un autre événement en L3 qui est très important et qu'on espère pouvoir maintenir. C'est, pour cette année, je ne sais pas si ce sera possible, ce sera probablement en ligne, mais c'est de la simulation de Conseil européen. Donc ça, c'est un exercice où ils font des conférences préparatoires, donc on les prépare, c'est quelque chose qui se prépare vraiment sur la longue durée, sur plusieurs mois. Donc, un thème est choisi pour ce Conseil européen, un thème d'actualité. Et donc, ils se préparent en amont et ensuite, ils doivent simuler une négociation. Donc, ils ont chacun des rôles. Il y en a qui vont jouer des chefs d'État ou des journalistes. C'est un espèce de jeu de rôle à grande échelle et avec beaucoup de préparation en amont. Donc, c'est quelque chose que généralement, ils aiment beaucoup faire et qui est très intéressant pour eux. Malheureusement, l'année dernière, ça n'a pas pu avoir lieu à cause de la situation sanitaire, mais on espère pouvoir revenir à des vraies simulations de Conseil européen dès que ce sera possible. Donc ça, c'est en L3 aussi, mais les L1 et les L2, les premières et deuxième années, sont aussi mis à contribution dans la simulation de Conseil européen. C'est plutôt que les L3 portent vraiment le projet, c'est eux qui sont au cœur du projet. Alors, juste pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble un emploi du temps en parcours Europe, ils ont un peu plus de 30 heures par semaine, ça peut dépendre aussi de leur licence. Mais vous voyez que donc il y a le parcours Europe, généralement, les langues, c'est le matin. Tout ce qui est en bleu, en fait, c'est le tronc commun du parcours Europe. Par exemple, un juriste qui fait anglais LV1, il a sa LV2 aussi le vendredi, par exemple. Donc, il a son anglais le matin, 2 heures, avec moi, en l'occurrence. Le vendredi, c'est sa langue 2. Et la plupart des cours du parcours Europe sont le soir. Alors, par contre, ça peut finir assez tard. Ça peut être jusqu'à 19h, 20h.
C'est un emploi du temps assez chargé. Donc ça, c'est un emploi du temps type. C'est pas forcément exactement l'emploi du temps qu'ils ont tous les ans, mais ça ressemble à ça. Donc le reste du temps, vous voyez qu'ils ont du droit. Donc ça, ce serait pour un juriste, un étudiant juriste. Si c'était un historien Parcours Europe, il faut imaginer partout où il y a du droit, donc toutes les cases blanches, introduction aux concepts fondamentaux du droit, etc. Vous remplacez ça par de l'histoire, par exemple. Histoire contemporaine, histoire ancienne, etc. Si c'était des étudiants de anglais Parcours Europe, à la place de ces cours de droit, ils auraient de la littérature britannique, de la civilisation britannique ou américaine, de la grammaire, de la linguistique, etc. Donc ça, c'est ce à quoi ressemble l'emploi du temps, c'est en première année. Donc vous avez l'Europe littéraire, enfin donc des sujets européens avec plein de disciplines différentes. Philosophie de l'État-nation, philosophie de l'État-nation à l'idée européenne, histoire de la construction européenne, histoire de l'Europe et des monarchies aux nations en droit, système économique européen, donc des cours avec des thématiques européennes vues sous l'angle de plein de disciplines différentes. Après une licence Europe, souvent les étudiants font des masters. Souvent, ils font d'abord cette licence qui donne vraiment une formation très très large. C'est le but de cette licence, de donner une formation extrêmement complète en sciences humaines principalement, mais avec beaucoup de disciplines. Et souvent, ils vont avoir envie de continuer vers un master pour se spécialiser après dans vraiment le domaine qui les intéresse eux plus spécifiquement. Donc c'est dur de donner une liste parce que ça dépend aussi énormément de la licence qu'ils ont choisie, évidemment. Si on fait une licence de droit Europe, on ne va pas vers les mêmes masters qu'une licence d'histoire ou de langue. Donc souvent, ça dépendra de leur licence de rattachement, puisqu'ils ont finalement une licence de droit, une licence d'histoire, donc ils vont avoir accès à tous ces masters qui correspondent au droit, à l'histoire. Souvent, ils vont choisir des masters à dimension internationale ou européenne, assez logiquement. Donc, c'est souvent ce genre de choses qu'ils font après. Parfois, ils vont s'orienter vers la gestion de projets européens, ce qui paraît aussi assez logique. Et les types de carrières, ça va être la fonction publique territoriale, nationale ou européenne. Ça peut être le secteur privé, ça peut être le lobbying dans les institutions, auprès des institutions européennes. Ça peut être les ONG aussi. Ça peut être l'enseignement et la recherche, si on veut continuer vers un master recherche plutôt que quelque chose qui s'oriente vers les autres domaines que j'ai cités avant. Et il y en a pas mal aussi qui s'orientent vers le journalisme, donc pas mal d'étudiants qui font des stages aussi en journalisme et qui après se mettent à travailler comme journalistes. Avocats, pour ceux qui ont fait droit, évidemment, collaborateurs parlementaires, etc. Donc c'est ce genre de carrière, il y a pas mal de choses. Et ça dépend aussi évidemment de la licence choisie, puisque les juristes ne vont pas s'orienter vers les mêmes métiers que les linguistes, par exemple. Pour les attendus, donc Parcoursup. Alors évidemment, les attentes, elles sont spécifiques selon la licence choisie. C'est difficile de donner un profil type parce que bien sûr, les sélections ne vont pas se faire pareil pour le droit, pour l'anglais. Donc on cherche des étudiants polyvalents. Ça, c'est ce qui rassemble tous les parcours du Parcours Europe, que ce soit le droit, l'histoire ou les langues. On veut des étudiants polyvalents puisqu'il faut être capable de gérer la pluridisciplinarité. Donc, il faut être capable de s'adapter à différentes disciplines, différentes méthodologies. Il faut un bon niveau en anglais, ça c'est vraiment important parce que quand vous partez à l'étranger en L3, l'immense majorité des étudiants vont suivre les cours en anglais, même s'ils partent en Croatie, en République tchèque, ils vont suivre des cours en anglais. Des cours pour étudiants étrangers là-bas. Donc, il faut un bon niveau en anglais. Il faut aussi un bon niveau de français, d'histoire géo aussi. Ça, c'est vraiment une des disciplines clés en Parcours Europe. Des bonnes capacités rédactionnelles et aussi une grosse capacité de travail. Ça, c'est vraiment important parce que le Parcours Europe, la plupart du temps, les étudiants adorent le Parcours Europe, mais c'est dur quand même. Ils le disent qu'ils ont beaucoup de boulot. Ça demande quand même une capacité à travailler beaucoup. Et aussi la curiosité, l'ouverture d'esprit, puisque justement, il faut pouvoir naviguer entre ces différentes disciplines avec assez d'aisance. Donc c'est plutôt ça qu'on recherche comme profil, des gens assez polyvalents. Et quand on lit le projet de formation motivé, on va vraiment chercher dans le petit paragraphe rédigé par l'étudiant ou l'étudiante qui explique pourquoi il demande le Parcours Europe. On recherche un intérêt pour les questions européennes,
Il faut quand même que la personne montre qu'elle sait à quoi ressemble ce parcours et pourquoi elle s'engage dans ce parcours. Donc, s'il n'y a aucune mention d'un intérêt pour l'Europe, on se dit cette personne n'a pas trop compris ce que c'était que le parcours Europe. Et une compréhension donc des spécificités du parcours. On apprécie aussi ça si on voit que la personne sait où elle met les pieds, a compris que c'était une licence Europe et pas, par exemple, une section européenne. C'est pas juste on va faire un peu plus d'anglais. Enfin, c'est pas, ça ressemble pas forcément à une section européenne. En fait, c'est vraiment quelque chose de très spécifique, le parcours Europe. Et également, c'est important pour nous d'être sûr que les étudiants ne sélectionnent pas le parcours Europe comme une sorte de classe prépa ou d'un IEP. C'est pas une classe préparatoire, il n'y a pas de concours. Donc, on n'est pas du tout dans cette mentalité-là, c'est pas le même genre de formation. Et on recherche des étudiants qui sont vraiment intéressés par le contenu de la licence et pas par juste l'aspect sélectif. Que ce soit pas juste une façon d'éviter un cursus universitaire classique en ayant une sélection. Parce que c'est pas ça le principe. Donc, ça n'est pas un IEP, même si on fait aussi de la science politique, etc. Mais c'est vraiment une licence qui a vraiment ses spécificités. Et on va donner la préférence aux gens qui montrent dans leur projet de formation motivé qu'ils ont compris ça. On valorise aussi les engagements associatifs, les étudiants qui montrent qu'ils savent s'intéresser à la société, peut-être s'impliquer dans des causes ou dans des associations, soit humanitaires, soit les conseils municipaux des jeunes, ce genre de choses. Et donc pour finir, j'ai essayé, donc on n'a pas encore vraiment, nous, intégré toutes les spécialités, puisque c'est encore un petit peu récent, mais en voyant les spécialités proposées au lycée, il me semble pour moi que la plus importante pour le parcours Europe, ce serait vraiment histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Ça, il me semble, en voyant le programme décrit pour cette spécialité, que c'est vraiment pertinent pour tous les parcours. Que ce soit droit, histoire, anglais, italien, allemand, ce sera quelque chose qui sera utile pour tout, puisque même en langue, on fait de la civilisation, et la civilisation, c'est de l'histoire et de la politique. Donc, c'est totalement approprié même pour les langues. Pour l'histoire, c'est évident. Pour le droit aussi, puisqu'ils font beaucoup de sciences politiques aussi en droit. Donc, ça, c'est vraiment la spécialité qui, moi, me semble la plus pertinente. Je dirais aussi les langues. Les langues en parcours Europe, c'est très, très important. Donc, en particulier l'anglais. Mais en plus, si vous voulez faire une licence anglais Europe, italien Europe, allemand Europe, là, évidemment, on attend un très bon niveau de langue dans la langue de votre formation principale. Donc là, il faut vraiment avoir fait de préférence beaucoup d'italien, beaucoup d'allemand ou beaucoup d'anglais. Ensuite, parmi les autres spécialités, il me semble aussi que celle-ci, humanité, littérature et philosophie, peut être pertinente. Notamment, il y a des liens avec les sciences politiques et le droit. Donc, des matières qui sont de toute façon dans le parcours Europe, même quand on n'est pas en droit Europe, il y aura de la science politique, il y aura du droit. Littérature, langue et culture de l'Antiquité aussi, pourquoi pas, puisqu'il y a des liens avec l'histoire, le droit et les sciences politiques, d'après le programme. Donc ça me paraît aussi pertinent. Et enfin, sciences économiques et sociales, je dirais que ça aussi, ça peut être un atout parce que c'est des matières du tronc commun du parcours Europe, l'économie, la sociologie. Donc ça me semble aussi être des spécialités pertinentes pour le parcours Europe, mais peut-être pas autant que les deux premières. Histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, ça me paraît vraiment très, très pertinent. Et langue également. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je vous remercie de votre attention. Et juste voilà, pour dire que le parcours Europe, c'est une formation difficile et exigeante, mais où il y a aussi une très bonne ambiance. C'est vraiment comme c'est un petit groupe, hein, ils sont qu'une cinquantaine, et ils sont souvent ensemble. Donc ça crée vraiment beaucoup de solidarité et un esprit un peu de promotion qui est un petit peu particulier à la fac, puisque souvent la fac, c'est des très très grandes promos. Donc ça, c'est la spécificité de cette formation. Au-delà du côté sélectif, c'est aussi un peu un côté promo, solidarité, qui les aide beaucoup aussi à aller au bout de la formation, qui n'est pas toujours facile, mais qui est très intéressante. Voilà, je vais arrêter le partage. Merci beaucoup Charlotte pour votre présentation. Donc moi c'était effectivement, vous êtes venu quelques fois à Lisbonne, mais c'est la première fois que j'ai la chance de pouvoir la suivre en entier. Et donc j'ai appris pas mal de choses, notamment sur ce premier semestre en troisième année que je ne connaissais pas, enfin ce départ à l'étranger. Et merci beaucoup aussi pour l'apport sur les spécialités.
effectivement, les élèves raisonnent beaucoup comme ça maintenant. Alors c'est vrai que nous, naturellement, enfin pas naturellement, mais instinctivement, les élèves qui nous parlent de cette licence, souvent c'est effectivement des élèves qui sont soit en histoire géo Sciences Po, soit en sciences économiques et sociales, mais vous avez aussi indiqué l'importance des langues et c'est vrai en fonction du parcours que l'on prend. Il y a aussi une option au lycée qui s'appelle Droit et grands enjeux du monde contemporain qui a été ouverte. C'est une option de 3 heures en terminale. Il me semble qu'elle peut être pertinente pour ce type de parcours, notamment pour ceux qui prendraient le parcours droit et tronc commun. Alors, je n'avais pas vu celle-là, mais oui, effectivement. Alors, ouais, alors c'est pas une. Nouvelle, non. Ouais, c'est pas une spécialité, c'est une option. Donc effectivement, c'est 3 heures par Mais semaine oui. et il y a pas d'épreuve au baccalauréat, c'est une note de contrôle continu, mais effectivement, on y aborde le droit privé, le droit public, le droit européen. Donc elle peut être intéressante effectivement dans le côté un peu pluridisciplinaire finalement de votre parcours. Les élèves, alors il y a toujours la première question qui est la plus compliquée à poser. Est-ce qu'il y a déjà une remarque, une interrogation? Bonjour Rose, une élève de terminale que j'ai en spécialité. Est-ce que si nous avons portugais et allemand, avons-nous le niveau de langue adapté au parcours? Alors LVB, LVC, bon. Je ne sais pas quoi ça. Si vous ne faites pas d'anglais du tout, ou si vous avez ça Si, en deuxième et troisième langue. en fait, Rose, tu fais bien de l'anglais. Tu peux peut-être reprendre le micro, Rose, pour expliquer à combien d'heures ça correspond par semaine et... Oui, oui. En fait, est-ce que si on a portugais en deuxième langue, donc c'est la langue qu'on passe au bac, et allemand en troisième langue, on aura le niveau demandé durant la formation? Et tu as l'anglais, Pour bien la évidemment. LV2. Anglais et Alors, oui, moi je pense que ça ne me paraît pas forcément rédhibitoire que ce soit votre LV3 qui passe en LV2. Le problème, c'est qu'on ne peut pas proposer le portugais, par contre. Il y a du portugais à l'Université de Nantes, mais pas au parcours Europe. Donc, on ne peut pas faire de portugais LV2. Mais je pense que le niveau d'allemand LV2, si vous êtes bonne en LV3 en allemand, ça doit être tout à fait abordable, je pense, oui. D'accord, d'accord, merci. Une autre question d'une autre élève Alice, tiens, une autre élève de terminale. Bonjour Alice. Vous avez dit qu'il y a un projet de formation motivé, où faut-il le remplir? Bon, je pense que là, c'est tout simplement le projet de formation qui est sur Parcoursup, tout simplement. Oui, ça c'est la dernière partie de votre dossier Parcoursup. En fait, vous devez donc remplir un CV, expliquer ce que vous faites comme activité extrascolaire, etc. Et on a vos notes, donc on regarde évidemment les notes. Et à la fin, on a le projet de formation motivée où en fait vous faites comme une petite lettre de motivation, hein. C'est plus ou moins ça, et c'est là qu'on attend quand même un certain nombre de choses. C'est les notes qui sont les plus importantes, mais c'est vrai qu'un projet de formation motivée qui démontre aucun intérêt spécifique pour le parcours Europe, ou alors qui montre une mauvaise compréhension de ce qu'est le parcours Europe, ça peut aussi jouer en la défaveur du candidat. Alors, une autre question. Sur Parcoursup, si on tape, parce que je suis allé voir l'autre jour, lorsqu'on tape licence Europe Nantes, du coup, on a effectivement tous les parcours qui interviennent. Donc, il suffit de prendre un parcours, mais chaque parcours va représenter un vœu. Ça ne va pas représenter des sous-vœux, on est bien d'accord? Oui, en fait, vous candidatez dans chaque licence. Ouais, il y a des commissions différentes. C'est-à-dire que moi, par exemple, je siège dans la commission de l'anglais, mais pas en droit, en histoire. C'est des commissions dans chaque licence. Donc, il faut faire un vœu par licence, effectivement. Donc, il y a parfois des gens qui sont prêts à faire à peu près n'importe quel parcours pour faire le parcours Europe. Donc, ils vont candidater en droit, en histoire, en anglais. Ça arrive qu'on ait les mêmes personnes dans les différentes commissions, mais nous, on traite tout comme un vœu séparé. Chaque vœu est traité par la commission séparément. D'accord, parce qu'au final, ça représente combien de parcours, enfin de licences anglais, Et il y allemand, en a droit, 5. histoire? 5, c'est ça, ouais. 5. Et italien. Sur 3 facultés, oui, parce que les 3 de langue sont dans la même faculté, mais c'est 5 commissions.
Et ces fameux cours qu'ils ont en commun, vous l'avez évoqué, ils sont à peu près une soixantaine sur ces cours communs, c'est ça? Plutôt autour d'une cinquantaine, en D'accord, fait, parce d'accord. qu'ils sont 53, je crois, les L1 actuellement, donc ils sont rarement plus de 50, en fait. Et ça dépend des cours aussi, puisque, par exemple, la LV2, ils vont parfois être mutualisés avec d'autres étudiants. En anglais, par contre, moi, j'en ai que 45, parce que les anglicistes font pas les cours d'anglais du tronc commun. Ils ont déjà des cours d'anglais dans leur formation tout le temps. Donc, ils peuvent être un peu moins, mais oui, souvent, c'est une cinquantaine la promotion. Alors Alice nous demande si pour les non-linguistes, il y a la possibilité de faire la L3 à l'étranger aussi, enfin un des 2 semestres ou les semestres, oui. Oui, c'est même obligatoire pour tout le monde. Tout le monde part, que ce soit les juristes, les historiens, tout le monde. En fait, les linguistes. La seule différence, c'est que les linguistes ont le privilège ou le droit de pouvoir partir 2 semestres au lieu d'un. Mais tout le monde part un semestre. Donc, D'accord, donc les parcours. les non-linguistes, eux, ne peuvent partir qu'un semestre, ils ne peuvent pas partir 2 semestres. Oui, non, pas jusqu'à présent. J'aimerais bien pouvoir étendre ça, moi, personnellement, mais pour l'instant, ça pose un peu problème, notamment parce que ça double le nombre de semestres dont on a besoin en échange. Donc, on n'est pas encore arrivé au point où on peut proposer 1 an, mais un semestre, c'est obligatoire et garanti, en fait, pour tout le monde, parce que du coup, il faut qu'on vous trouve une place. Donc, ça, c'est un avantage par rapport aux autres étudiants, parce que les autres étudiants hors parcours Europe qui veulent faire Erasmus, on peut très bien les refuser. Ils peuvent très bien ne pas pouvoir partir en Erasmus du tout. Donc, les parcours Europe sont sûrs de faire un semestre. Après 2 semestres, pour l'instant, ça n'est pas possible pour les historiens ni les juristes. C'est possible pour les linguistes. Et concernant les juristes, par exemple, ou les historiens, qu'est-ce que vous avez, enfin, est-ce que vous pouvez nous indiquer quelques destinations qui sont plus privilégiées ou les accords que vous avez? Alors, il y en a énormément, mais les historiens, il y en a qui partent, par exemple, à Prague. J'en ai plusieurs qui sont allés à Prague. J'en ai qui sont allés en Roumanie aussi. Il y en avait 3 là, qui étaient tous les 3 à Cluj, en Roumanie. Il y en a qui partent à Madrid. Il y en a les juristes, ils ont énormément de destinations. Donc, il y en a qui partent en Europe du Nord. Ça, c'est très populaire. D'ailleurs, c'est un peu dur d'avoir des places parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Mais en Finlande, en Norvège, on a des gens aussi qui partent en Pologne, pas mal. Je crois qu'il y a aussi des historiens en Pologne actuellement. Enfin, là, ils sont rentrés, mais qui étaient partis en Pologne cette année. Il y en a en Italie, des juristes. J'en ai une qui est à Rome, par exemple. Non, il y a beaucoup de destinations pour notamment les juristes. Ils ont vraiment beaucoup de choix. Les anglicistes, c'est beaucoup plus difficile parce qu'avec le Brexit notamment et le fait que c'est toujours difficile d'avoir des échanges avec le Royaume-Uni, ils ont beaucoup moins de choix en anglais qu'en droit. Mais en droit, ils ont vraiment beaucoup de destinations dans toute l'Europe. Il y a aussi des destinations comme Chypre, où des historiens sont déjà partis. Qui d'autre est parti? Il y a Bratislava en histoire. On a 2 filles qui sont parties à Bratislava cette année. Non, il y a beaucoup de destinations. Très bien, merci. Les élèves, d'autres questions sur peut-être le contenu, la pédagogie, la ville de Nantes, l'université de Nantes. Bon, je sais qu'il y a une liaison directe avec Lisbonne, donc ça peut encourager. J'ai en tête une ancienne élève. Alors, il me semble qu'elle a fait le parcours plutôt droit. C'est Adèle. Adèle Barat, ouais. Je ne sais pas si vous l'avez croisée, mais les dernières fois que je l'ai eue, donc ça remonte un peu, elle était très, très, très satisfaite. Je ne sais pas si vous l'avez revue ou Je l'ai toujours rencontrée. en cours, oui. Je l'ai D'accord, en cours depuis la L1, en fait. Oui. d'accord, Elle est en 2e année maintenant, c'est ça. d'accord. J'imagine que tout se passe bien. Elle va partir l'année prochaine, normalement, hein, du coup, en D'accord, Erasmus. d'accord. Alors, y a-t-il beaucoup de places, demande Mathieu, sur Parcoursup, et comment est la vie associative à l'université de Nantes? Oula, ça va être compliqué à expliquer. Je ne suis pas forcément très versée dans la vie associative. Les places sur Parcoursup, il n'y en a pas beaucoup, non, parce que c'est en tout, ils sont
50 et quelques, ça dépend un peu, des fois on fait un peu de surbooking, donc on n'est pas toujours pile sur le nombre prévu, mais en droit, normalement, il y a 22 places, si je ne me trompe pas. On est toujours sur une vingtaine de places pour le droit, mais il y a beaucoup, beaucoup de candidatures. Je crois qu'il y avait 400 candidatures l'année dernière, et encore, c'était une année où il n'y en avait pas beaucoup. Donc, c'est très concurrentiel en droit. En histoire, c'est une quinzaine de places. Moins de candidatures, mais il y en a quand même beaucoup. En anglais, c'est 8 places en anglais. Et il y a aussi pas mal de candidatures en anglais. Après, il y a moins de concurrence en italien, en allemand, parce que c'est des profils un peu plus rares, en fait. Mais il y a aussi beaucoup moins de places. Il y a 3-4 places. Je crois que c'est 4 maintenant en italien et 4 en allemand. En anglais, c'est 8. Donc, c'est pas beaucoup de places, effectivement. Pas beaucoup de place. Pour la vie associative, par contre, ils ont une super association en Parcours Europe, justement, qui s'appelle l'AEPE, l'association des étudiants du Parcours Europe, assez logiquement. Et l'AEPE, normalement, est très, très, très active. Ils sont vraiment super, ils font plein de choses. Ils s'organisent plein d'activités, de sorties, de trucs de sport, énormément de choses. Ils font un gala en fin d'année, ce qui est un peu unique. C'est pas trop dans la culture française, mais les gens du Parcours Europe ont instauré ça. Maintenant, ils font un gala où ils invitent les profs. C'est assez sympathique. Là, évidemment, maintenant, l'activité est complètement en berne puisqu'ils peuvent plus rien organiser. Mais en temps normal, c'est vraiment très actif. Le Parcours Europe, ils font partie des étudiants les plus impliqués dans la vie associative, malgré le fait que leur formation est très, très prenante. Ils arrivent toujours, c'est des gens très dynamiques souvent. Des étudiants très agréables à avoir en cours aussi pour ça. Parce qu'ils sont curieux, ils sont faciles à intéresser et ils aiment bien s'impliquer dans plein de choses, en fait. Donc la vie associative, au-delà de l'AEPE, il y a beaucoup de choses. Il y a du théâtre, il y a du sport, il y a un peu comme dans toutes les universités. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à Nantes. C'est quand même une ville très étudiante, avec beaucoup de culture aussi, beaucoup de théâtre, de cinéma. Même chose en ce moment, on ne peut pas vraiment en profiter, mais c'est une ville quand même c'est une ville très dynamique et sympathique. Moi qui ne suis pas de Nantes, je peux le dire d'autant plus facilement. Je suis là depuis 4 ans et bon, c'est quand même une ville très agréable pour les jeunes et on peut beaucoup sortir, beaucoup voir de spectacles, etc. C'est une vie culturelle très riche à Nantes. Alors peut-être une dernière question de Maluna. Alors quel est l'avantage de faire une licence plutôt Parcours Europe qu'une double licence? Alors j'imagine que tu penses à une double licence, je sais pas moi, Maluna, droit, langue ou bon, c'est. Je saurais pas forcément répondre à cette question parce que je suis pas super spécialiste des doubles licences en fait, donc je sais pas trop quels sont les avantages que eux ils pourraient avoir par rapport à nous. Moi, je trouve que les profils des étudiants sont très similaires. J'ai aussi enseigné brièvement dans plusieurs années en fait en anglais droit à Amiens. Je sais pas quels sont les avantages. Moi, je dirais que l'anglais droit c'était quand même pas aussi pluridisciplinaire. L'anglais droit, les profils étaient assez similaires. Les étudiants qu'on avait en anglais droit, c'était aussi des étudiants souvent très, très curieux, très sympas, avec des petites promos. Il y avait beaucoup de solidarité entre eux et c'était très agréable de leur faire cours. C'était sélectif aussi, donc ils étaient souvent très bons. Mais c'était vraiment deux formations à coller, c'est-à-dire ils faisaient de l'anglais la moitié du temps et du droit l'autre moitié du temps. Et c'était pas une formation pluridisciplinaire comme le Parcours Europe. Le Parcours Europe, c'est vrai que vous n'avez qu'une licence en sortant, donc c'est peut-être pas aussi polyvalent après sur les masters que vous voulez faire, par exemple. Parce que si vous avez fait anglais, Parcours Europe, vous aurez fait du droit, mais vous n'aurez pas fait assez de droit pour vous inscrire en master de droit, par exemple. Mais je pense, pour moi, c'est ça la spécificité par rapport à une double licence, c'est le tronc commun pluridisciplinaire. Ça, c'est vraiment, je pense, unique. Vous ne trouverez pas ça, je pense, dans une double licence où ce sera vraiment juste les deux troncs communs des deux licences, donc de l'anglais et du droit. Mais ce ne sera pas la socio, l'économie, toutes les choses qu'on vous propose en Parcours Europe. Et aussi, il y a simplement la focalisation sur l'Europe. C'est pas forcément ce qu'on trouve dans une double licence anglais-droit, par exemple. Moi, je parle de celle-là parce que c'est la seule avec laquelle j'ai un peu d'expérience en tant qu'enseignante, mais il me semble pas qu'il y ait beaucoup de formations qui proposent comme ça une spécialisation sur les questions européennes et internationales. Alors, ouais, alors je pense que vous avez, c'était pas exactement non plus
la question de Maluna, mais je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui se posent aussi cette question parce qu'on parle beaucoup de licence pluridisciplinaire, double licence, bicursus, etc. Donc, moi, je trouve que vous avez très bien répondu et je suis assez d'accord avec vous, notamment sur l'aspect spécialisation, et puis aussi un peu, je dirais, pluridisciplinaire, chose que n'a pas forcément la double licence, qu'on est que sur 2 spécialités, quoi. Avec là aussi, vous le dites bien, hein, avec une orientation sur l'Europe, les institutions européennes. Alors Maluna, toi, tu parles pas des doubles licences, mais tu parles des doubles diplômes, c'est-à-dire le fait d'avoir un diplôme à l'université, je sais pas, oui, de Bordeaux et puis de Coimbra au Portugal. Bon, là, c'est complètement différent puisque là, il va pas y avoir de double diplôme. Ça reste le diplôme ça reste la licence de Nantes, même s'il y a un cursus qui se fait en partie à l'étranger, il n'y a pas de double diplôme. Et même s'il y a une partie en anglais, c'est pas la même chose. Donc, peut-être que vous pouvez préciser. Non, c'est vraiment une licence de l'Université de Nantes. Il n'y a pas de double diplôme, effectivement. C'est aussi ça la différence avec la double licence, d'ailleurs, qui, normalement, si je ne me trompe pas, vous délivre vraiment 2 licences, alors que le parcours Europe, c'est une seule licence avec une mention Europe. Donc, c'est effectivement pas la même chose. Bon. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, les élèves, je pense que on va vous libérer. Hein, on arrive à 50 minutes. On vient d'enchaîner deux conférences très intéressantes. Je pense que ça va motiver certains élèves. Là, j'ai vu qu'il y a pas mal d'élèves de terminale pour postuler. Les places sont chères, effectivement. Donc effectivement, on a bien compris qu'il faut des dossiers qui soient également de qualité. Est-ce que je peux vous demander également si vous pouvez nous envoyer la présentation que vous avez, le support, parce que souvent on met la vidéo et le support, parce que je trouve qu'il est très bien détaillé. Donc ça peut aider aussi les élèves ou les parents à s'informer un peu plus que ce qui est indiqué sur Parcoursup. Oui, bien sûr, oui. Je l'enverrai par mail. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre implication et puis pour votre disponibilité. On espère bientôt vous revoir à Lisbonne une fois qu'on aura un peu progressé sur ces différentes pandémies. Et puis, j'ai également votre contact, donc si on a des élèves qui se posent des questions plus particulières, je n'hésiterai pas à les transmettre. Et une fois de plus, merci beaucoup pour votre présentation et votre disponibilité. Merci à vous de l'invitation et de l'intérêt pour la formation. Très bien. Et une bonne fin de journée sur Nantes. Merci, bonne fin de journée à vous aussi. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.